Chapitre 17. Une vieille épée. Elle ne parut pas au dîner. Le soir, elle vint un instant au salon, mais ne regarda pas Julien. Cette conduite lui parut étrange. Mais, pensa-t-il, je ne connais pas leurs usages. Elle me donnera quelques bonnes raisons pour tout ceci. Toutefois, agité par la plus extrême curiosité, il étudiait l'expression des traits de Mathilde. Il ne put pas se dissimuler qu'elle avait l'air sec et méchant. Évidemment, ce n'était pas la même femme qui la nuit précédente avait ou feignait des transports de bonheur trop excessifs pour être vrais. Le lendemain, le surlendemain, même froideur de sa part. Elle ne le regardait pas, elle ne s'apercevait pas de son existence. Julien, dévoré par la plus vive inquiétude, était à milieu des sentiments de triomphe qui l'avaient seul animé le premier jour. Serait-ce, par hasard, se dit-il, un retour à la vertu? Mais ce mot était bien bourgeois pour l'altière Mathilde. Dans les positions ordinaires de la vie, elle ne croit guère à la religion, pensait Julien. Elle l'aime comme très utile aux intérêts de sa caste. Mais par simple délicatesse, ne peut-elle pas se reprocher vivement la faute qu'elle a commise? Julien croyait être son premier amant. Mais, se disait-il dans d'autres instants, il faut avouer qu'il n'y a rien de naïf, de simple, de tendre dans toute sa manière d'être. Jamais je ne l'ai vue plus altière. Me mépriserait-elle? Il serait digne d'elle de se reprocher ce qu'elle a fait pour moi, à cause seulement de la bassesse de ma naissance. Pendant que Julien, rempli de ses préjugés puisés dans les livres et dans les souvenirs de Verrières, poursuivait la chimère d'une maîtresse tendre et qui ne songe plus à sa propre existence du moment qu'elle a fait le bonheur de son amant, la vanité de Mathilde était furieuse contre lui. Comme elle ne s'ennuyait plus depuis 2 mois, elle ne craignait plus l'ennui. Ainsi, sans pouvoir s'en douter le moins du monde, Julien avait perdu son plus grand avantage. « Je me suis donné un maître, se disait mademoiselle de La Mole, en proie au plus noir chagrin. Il est rempli d'honneur, à la bonne heure. Mais si je pousse à bout sa vanité, il se vengera en faisant connaître la nature de nos relations. » Jamais Mathilde n'avait eu d'amant, et dans cette circonstance de la vie qui donne quelques illusions tendres, même aux âmes les plus sèches, elle était en proie aux réflexions les plus amères. « Il a sur moi un empire immense, puisqu'il règne par la terreur, et peut me punir d'une peine atroce si je le pousse à bout. » Cette seule idée suffisait pour porter mademoiselle de La Mole à l'outrager. Le courage était la première qualité de son caractère. Rien ne pouvait lui donner quelque agitation et la guérir d'un fond d'ennui sans cesse renaissant que l'idée qu'elle jouait à croix ou pile son existence entière. Le 3e jour, comme mademoiselle de La Mole s'obstinait à ne pas le regarder, Julien la suivit après dîner et évidemment malgré elle dans la salle de billard. « Eh bien, monsieur, vous croyez donc avoir acquis des droits bien puissants sur moi, lui dit-elle avec une colère à peine retenue, puisqu'en opposition à ma volonté bien évidemment déclarée, vous prétendez me parler? Savez-vous que personne au monde n'a jamais tant osé ?» Rien ne fut plaisant comme le dialogue de ces 2 amants. Sans s'en douter, ils étaient animés l'un contre l'autre des sentiments de la haine la plus vive. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient le caractère endurant, que d'ailleurs ils avaient des habitudes de bonne compagnie, ils en furent bientôt à se déclarer nettement qu'ils se brouillaient à jamais. « Je vous jure un secret éternel, dit Julien. J'ajouterai même que jamais je ne vous adresserai la parole si votre réputation ne pouvait souffrir de ce changement trop marqué. » Il salua avec respect et partit. Il accomplissait sans trop de peine ce qu'il croyait un devoir. Il était bien loin de se croire fort amoureux de mademoiselle de La Mole. Sans doute, il ne l'aimait pas 3 jours auparavant, quand on l'avait caché dans la grande armoire d'acajou. Mais tout changea rapidement dans son âme, du moment qu'il se vit à jamais brouillé avec elle. Sa mémoire cruelle se mit à lui retracer les moindres circonstances de cette nuit qui, dans la réalité, l'avait laissé si froid. Dans la nuit, même qui suivit la déclaration de brouille éternelle, Julien faillit devenir fou en étant obligé de s'avouer qu'il aimait mademoiselle de La Mole. Des combats affreux suivirent cette découverte. Tous ses sentiments étaient bouleversés. 2 jours après, au lieu d'être fier avec M. de Croisenois, il l'aurait presque embrassé en fondant en larmes. L'habitude du malheur lui donna une lueur de bon sens. Il se décida à partir pour le Languedoc, fit sa malle et alla à la poste. Il se sentit défaillir quand, arrivé au bureau des mallepostes, on lui apprit que par un hasard singulier, il y avait une place le lendemain dans la malle de Toulouse. Il l'arrêta et revint à l'hôtel de La Mole annoncer son départ au marquis. M. de La Mole était sorti. Plus mort que vif, Julien alla l'attendre dans la bibliothèque. Que devint-il en y trouvant mademoiselle de La Mole? En le voyant paraître, elle prit un air de méchanceté auquel il lui fut impossible de se méprendre. Emporté par son malheur, égaré par la surprise, Julien eut la faiblesse de lui dire du ton le plus tendre et qui venait de l'âme. « Ainsi, vous ne m'aimez plus ?»« J'ai horreur de m'être livrée au premier venu, dit Mathilde en pleurant de rage contre elle-même.
Au premier venu, s'écria Julien, et il s'élança sur une vieille épée du Moyen-Âge qui était conservée dans la bibliothèque comme une curiosité. Sa douleur, qu'il croyait extrême au moment où il avait adressé la parole à mademoiselle de La Mole, venait d'être centuplée par les larmes de honte qu'il lui voyait répandre. Il lui était le plus heureux des hommes de pouvoir la tuer. Au moment où il venait de tirer l'épée, avec quelque peine, de son fourreau antique, Mathilde, heureuse d'une sensation si nouvelle, s'avança fièrement vers lui. Ses larmes s'étaient taries. L'idée du marquis de La Mole, son bienfaiteur, se présenta vivement à Julien. « Je tuerai sa fille ?» se dit-il. « Quelle horreur !» Il fit un mouvement pour jeter l'épée. Certainement, pensa-t-il, elle va éclater de rire à la vue de ce mouvement de mélodrame. Il dut à cette idée le retour de tout son sang-froid. Il regarda la lame de la vieille épée curieusement, et comme s'il eût cherché quelque tache de rouille, puis il la remit dans le fourreau, et avec la plus grande tranquillité, la replaça au clou de bronze doré qui la soutenait. Tout ce mouvement, fort lent sur la fin, dura bien 1 minute. Mademoiselle de La Mole le regardait étonnée. « J'ai donc été sur le point d'être tuée par mon amant, se disait-elle. Cette idée la transportait dans les plus beaux temps du siècle de Charles IX et de Henri III. Elle était immobile devant Julien qui venait de replacer l'épée. Elle le regardait avec 2 yeux où il n'y avait plus de haine. Il faut convenir qu'elle était bien séduisante en ce moment. Certainement jamais femme n'avait moins ressemblé à une poupée parisienne. Ce mot était la grande objection de Julien contre les femmes de ce pays. « Je vais retomber dans quelque faiblesse pour lui, pensa Mathilde. C'est bien pour le coup qu'il se croirait monseigneur et maître après une rechute et au moment précis où je viens de lui parler si ferme. » Elle s'enfuit. « Mon Dieu, qu'elle est belle, dit Julien en la voyant courir. Voilà cet être qui se précipitait dans mes bras avec tant de fureur il n'y a pas 8 jours. Et ces instants ne reviendront jamais, et c'est par ma faute. Et au moment d'une action si extraordinaire, si intéressante pour moi, je n'y étais pas sensible. Il faut avouer que je suis né avec un caractère bien plat et bien malheureux. » Le marquis parut. Julien se hâta de lui annoncer son départ. « Pour où ?» dit M. de La Mole. « Pour le Languedoc. »« Non, pas, s'il vous plaît. Vous êtes réservé à de plus hautes destinées. Si vous partez, ce sera pour le Nord. Même en termes militaires, je vous consigne à l'hôtel. Vous m'obligerez de n'être jamais plus de 2 ou 3 heures absent. Je puis avoir besoin de vous d'un moment à l'autre. » Julien salua et se retira sans mot dire, laissant le marquis fort étonné. Il était hors d'état de parler. Il s'enferma dans sa chambre. Là, il put s'exagérer en liberté toute l'atrocité de son sort. Ainsi, pensait-il, je ne puis pas même m'éloigner. Dieu sait combien de jours le marquis va me retenir à Paris. Grand Dieu, que vais-je devenir? Et pas un ami que je puisse consulter. L'abbé Pirard ne me laisserait pas finir la première phrase. Le comte Altamira me proposerait de m'affilier à quelque conspiration. Et cependant, je suis fou, je le sens, je suis fou. Qui pourra me guider? Que vais-je devenir?